Il y a des sons comme ça qui provoquent une réaction physique immédiate. Un crissement de pneus, une alarme qui hurle. Et puis il y a ce bruit, ce crack, sec, cristallin. Un son qui fige le temps en une seconde. Le bruit d'une vitre qui se brise. C'est un de ces incidents domestiques qui, en une fraction de seconde, transforme un lieu familier en une zone de chaos. Et la première pensée, c'est souvent OK, par où je commence? Aujourd'hui, notre mission, c'est justement de décortiquer les guides pratiques qu'on a sous les yeux pour transformer cette panique, en faire un plan d'action clair, serein même. On va voir comment passer du désarroi à une maîtrise de la situation, étape par étape. Et c'est essentiel, parce que ce qui se passe dans les 5 premières minutes est absolument critique. C'est un moment où l'instinct nous pousse à faire des erreurs qui peuvent être dangereuses ou même coûteuses. Ah oui, Oui, la manière dont on réagit au tout début, ça conditionne non seulement la sécurité de tout le monde dans la maison, mais aussi la fluidité des démarches avec l'assurance, par exemple. C'est vraiment le cas typique où la méthode doit l'emporter sur l'émotion. absolument. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Le verre vient d'exploser. Le sol est jonché de débris. Mon instinct, en tout cas, ce serait de me jeter sur un balai pour nettoyer ça au plus vite. Et ce serait la première erreur. Voilà. Pourtant, la toute première action recommandée, dans tous les textes qu'on a, elle est complètement différente. Avant même de bouger le moindre éclat, il faut prendre du recul. Sortir son téléphone. Et prendre des photos. C'est un biais cognitif fascinant, ça. Dans l'urgence, notre cerveau passe en mode résolution de problème. Nettoyer, réparer, effacer la crise. C'est ça. Et il oublie complètement le mode documentation. Pourtant, ces 30 secondes passées à prendre des photos sous plusieurs angles, de près, de loin, en montrant bien le contexte, ça peut faire économiser des centaines d'euros et des semaines de galères administratives. C'est sans doute le meilleur retour sur investissement de toute la crise, en fait. Exactement. Ces clichés y deviennent la preuve irréfutable pour le dossier d'assurance. D'accord. Une fois cette preuve constituée, on passe à la phase de sécurisation. Et là, j'avoue avoir été surprise en lisant les documents. On a tendance à voir le danger juste au pied de la fenêtre. Mais en réalité, la zoom de projection des éclats est, beaucoup plus vaste. Oui, on sous-estime toujours. Le sol se transforme en un véritable champ de mine invisible. La première étape, donc, c'est de définir un périmètre de sécurité. Concrètement, ça veut dire faire sortir les enfants et les animaux de la pièce et, si possible, fermer la porte. Logique. Ensuite, il faut s'équiper. Et sur ce point, tous les guides sont unanimes, c'est non négociable. On parle de gants épais, genre gants de bricolage ou de jardinage, et de chaussures fermées avec une semelle épaisse. Tenter l'opération en chaussons ou en sandales, c'est une très mauvaise idée. On est d'accord. Et c'est le b.a.-ba de la protection. Mais il y a une mise en garde qui revient tout le temps dans les textes, et c'est sans doute la plus importante de toutes. Ah ouais? Une fois qu'on est équipé, on est tenté de s'attaquer à la source du problème. Le cadre de la fenêtre, on voit ces grands morceaux de verre qui pendent un peu menaçants. Le réflexe, c'est de vouloir les finir, les arracher pour nettoyer. Et ça, il ne faut pas... Je pensais que c'était une bonne chose de se débarrasser de ce qui menace de tomber. C'est la pire chose à faire. C'est une question de physique en fait. Une vitre brisée, ce n'est pas inerte. Les morceaux qui restent dans le cadre sont maintenus sous une tension extrême. La structure est fragilisée. D'accord, je vois. Le simple fait de tirer sur un éclat ou de taper sur le cadre, ça peut libérer toute cette énergie d'un coup. Et là, c'est la chute en cascade de tout le reste du vitrage. Souvent en morceaux bien plus gros. On passe d'un danger qu'on peut contrôler au sol à un vrai risque de blessure grave. Donc, la règle d'or, c'est on s'occupe de ce qui est par terre, mais le cadre de la fenêtre... Non, c'est pour le professionnel. On n'y touche plus. D'accord. Message reçu. Le cadre est à bout. Concentrons-nous sur le sol. Une fois la zone sécurisée, qu'on est bien équipé, on passe au nettoyage. Intuitivement, on attrape une balayette et son aspirateur de salon. Mais d'après nos sources, c'est une très mauvaise idée, surtout pour l'aspirateur. Pourquoi? C'est l'erreur classique qui peut coûter cher. Pour les gros morceaux, c'est simple. On les ramasse à la main, avec les gants, et on les met dans une boîte en carton, quelque chose de solide. Pas un sac poubelle simple. Non, ils risquent d'être transpercés. Mais pour les débris fins, la poussière de verre, l'aspirateur domestique est à proscrire. La raison est mécanique. Cette poussière de verre est extrêmement abrasive. Une fois aspirée, elle agit comme du papier de verre à l'intérieur du moteur, des filtres, elle peut tout simplement le détruire. Ah oui, d'accord, on résout un problème et on s'en fait un autre, plus coûteux. C'est exactement ça. C'est pour ça que les pros utilisent des aspirateurs d'atelier, des Shopvacs. Leur conception est plus robuste. Mais ce qui est intéressant, c'est que les documents proposent des alternatives, des solutions low-tech étonnamment efficaces. Oui, j'ai trouvé ça génial.
Comme l'astuce de l'essuie-tout humidifié. C'est une excellente technique. On prend plusieurs feuilles de papier absorbant, on les humidifie bien, et on s'en sert pour tamponner la zone, délicatement. Les plus petits éclats, la poussière, tout va se coller au papier. On jette, on recommence. Simple et efficace. Et il y a une autre astuce surprenante qui est mentionnée, le rouleau adhésif pour enlever les peluches sur les vêtements. Ah mais oui. La surface collante est parfaite pour attraper les derniers éclats sur un tapis ou même un sol dur. Ce sont des solutions de bon sens qui montrent qu'on peut être très efficace avec les moyens du bord. Le sol est propre, sécurisé, mais il reste le problème principal, ce trou dans le mur, qui expose la maison au froid, à la pluie, aux intrusions. On entre dans la phase de fermeture provisoire. C'est une sorte de pansement pour la maison, quoi. C'est exactement ça. L'objectif, c'est de créer une barrière temporaire, mais qui fonctionne. Ce qui ressort des méthodes proposées, c'est qu'on a besoin d'un matériau assez rigide pour résister au vent, et assez grand pour couvrir toute l'ouverture en débordant bien sur le cadre. Les options les plus courantes, c'est quoi? Une plaque de carton épais, Oui, du carton rigide. une bâche en plastique solide, surtout s'il pleut, ou alors, pour les personnes un peu équipées, une plaque de contreplaqué fin, du PVC. Et la clé du succès, si je comprends bien, c'est moins le matériau que la façon de le fixer. Précisément. Toute la manœuvre repose sur un seul principe. La protection se fixe uniquement sur le pourtour du cadre de la fenêtre. Le bois, le PVC, l'alu. C'est ça. Jamais, au grand jamais, sur le verre qui reste. On tend bien le carton ou la bâche, et on le fixe solidement. Pour ça, on oublie le petit scotch de bureau. Il faut du matériel sérieux. Oui, du ruban de chantier, ce qu'on appelle du gaffer toilé ou du ruban armé. On fait le tour complet du cadre pour créer un seau bien étanche et solide, et toujours en gardant en tête de ne jamais appuyer sur le vitrage fragilisé. On a beaucoup parlé du scénario catastrophe, le verre partout. Mais il y a une situation plus discrète, plus insidieuse. C'est la simple fissure. Cette zébrure qui traverse la vitre, mais tout tient encore en place. On pourrait être tenté de minimiser, de se dire « ça attendra ». Pourtant, les conseils des sources à ce sujet sont radicaux, presque contre-intuitifs. La consigne, c'est « ne touchez à rien ». C'est un conseil qui peut dérouter, oui, mais il est fondé sur la même physique dont on parlait. Une vitre fissurée, c'est un système qui a perdu son intégrité. Elle est sous une tension permanente. La fissure a complètement changé la répartition des forces. Ah, donc le simple fait d'appuyer dessus. Le simple fait d'appuyer pour tester, ou même de fermer la fenêtre un peu trop fort, ça peut être le point de rupture. C'est comme une digue avec une brèche. La pression est immense. Le moindre choc peut provoquer l'effondrement. D'inaction et donc le meilleur des actions. Mais est-ce qu'il y a quand même des gestes préventifs ou... Oui, une prudence active est recommandée. Si la fenêtre a des volets, il faut absolument les fermer. D'accord. Ça protège la vitre d'un courant d'air, d'une vibration, tout ce qui pourrait être fatal. Certains guides parlent aussi d'appliquer du ruban adhésif le long de la fissure, mais avec d'infinies précautions. Il faut le poser très délicatement, sans exercer la moindre pression. Ce n'est pas une réparation en fait. Non, c'est une mesure pour limiter la projection d'éclat si la vitre venait à lâcher. Et bien sûr, le premier réflexe reste le même, des photos détaillées de la fissure pour l'assurance. Tout ça nous amène à une conclusion logique. Le nettoyage minutieux, le pansement en carton, la prudence face à la fissure, tout ça, ce sont des mesures d'urgence, du contrôle de dégâts. Mais la solution pérenne, elle, n'est pas entre nos mains. L'étape suivante est donc inévitable, Il faut faire appel à la cavalerie. c'est-à-dire un vitrier professionnel. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les sources nous préparent à cet appel. Il ne s'agit pas juste de lancer un SOS, il s'agit de devenir un acteur efficace de sa propre réparation. Un appel bien préparé peut faire gagner un temps précieux. On passe de victime de l'incident à chef de projet de la réparation. C'est un peu ça, ouais. Quelles sont les infos clés à rassembler avant de composer le numéro? Il y en a 3 qui reviennent partout. Premièrement, une description claire de la situation. Est-ce un bris total, une fissure, un acte de vandalisme? Le contexte est important. D'accord. Deuxièmement, les dimensions approximatives de la vitre. Pas besoin d'être au millimètre près, mais environ 1,20 m sur 80 cm, ça aide l'artisan à anticiper. Et la troisième? Troisièmement, si on le connaît, le type de vitrage. Est-ce un simple vitrage tout fin, un double vitrage plus épais ou peut-être un vitrage feuilleté? Et une fois cet appel passé, le processus est assez standardisé, si j'ai bien compris? Oui, en général, c'est en 2 temps. D'abord, une intervention d'urgence. Le vitrier vient sécuriser les lieux de manière professionnelle.
Il nettoie les derniers éclats dangereux dans le cadre et il installe une fermeture provisoire bien plus solide que notre système D. C'est une étape cruciale pour la tranquillité d'esprit. Tout à fait. Ensuite, il prend les mesures exactes pour commander le vitrage de remplacement. Et les délais, comme le précisent les documents, sont souvent de quelques jours pour les modèles standards. Le parcours est donc complet, de la stupeur initiale au retour à la normale. Si on devait résumer l'essentiel de tous ces documents, ce serait d'abord photo et sécurité, ensuite nettoyage intelligent, puis protection temporaire sans jamais forcer, une prudence absolue avec les fissures, et enfin un appel efficace aux pros pour enclencher la vraie solution. C'est une synthèse parfaite du processus, réactif. Mais pour conclure, cet événement, aussi désagréable soit-il, il soulève une question plus profonde. Une réflexion qu'on peut lire entre les lignes de nos sources. Le fait de devoir remplacer la vitre, ça nous place à une bifurcation. On est forcé de prendre une décision. C'est-à-dire, Le vitrier va poser la question, on remet la même chose. Et c'est là que l'incident peut devenir une opportunité. Les textes mentionnent différents types de vitrages, simples, doubles, feuilletés, à isolation thermique. ah, je vois où tu veux en venir. Le vitrage qui a cédé, était-il vraiment le plus adapté? Est-ce qu'on se contente de revenir à l'état d'avant ou est-ce qu'on profite de cette réparation forcée pour faire un choix d'amélioration? C'est une excellente remarque. Par exemple, si cette fenêtre est au rez-de-chaussée et donne sur la rue, passer à un vitrage feuilleté, beaucoup plus résistant aux effractions, ce n'est plus une simple réparation, c'est un investissement en sérénité. Ou si c'était un vieux simple vitrage qui laissait passer tout le froid. Exactement. Le remplacer par un double vitrage performant peut transformer le confort de la pièce pour les 10 prochaines années. Un moment de crise peut ainsi se transformer en un acte d'amélioration de son habitat. C'est peut-être la dernière étape, la plus constructive de tout ce processus, transformer une réparation subie en un progrès choisi.